Nous avons ici un système qui va nous permettre de représenter les résonances qui se forment dans un tuyau fermé. Donc le montage que nous avons est ici. Nous avons un tuyau de cuivre dans lequel nous avons un piston qui peut se déplacer. Donc le piston, si on veut, correspond à l'extrémité du tuyau. Et nous avons un haut-parleur qui va nous permettre d'essayer de faire osciller ce tuyau-là à différentes fréquences afin de localiser ces fréquences de résonance. Donc le système est représenté ici, le haut-parleur, le tuyau. On se rappelle que dans un tuyau fermé, c'est-à-dire avec une extrémité ouverte et une extrémité bouchée, on va avoir un nœud qui devrait se former du côté fermé et un ventre qui devrait se former du côté où c'est ouvert. Lorsqu'on analyse le système, on constate que les fréquences de résonance de ce tuyau-là qui sont permises sont données par F égale NV sur 4L, N étant un entier impair, V étant la vitesse du son dans l'air, dans le tuyau, L étant la longueur du tuyau. Donc ici, nous allons nous intéresser à fixer la fréquence pour déterminer quelles sont les longueurs de résonance. Donc on peut retravailler notre équation pour isoler la longueur et on trouve les longueurs qui sont possibles, qui vont être en résonance pour une fréquence déterminée. Dans notre cas, nous aurons la vitesse du son que l'on peut estimer avec la formule approximative 20 fois la racine de la température en Kelvin. Température dans la pièce d'environ 20 degrés, on additionne 273 pour mettre en Kelvin. Ça nous donne une vitesse du son de 342 mètres par seconde. La fréquence que nous allons utiliser est de 1140 Hz. Donc, si on fait le calcul en mettant différentes valeurs de n, par exemple, on met n égale à 1, ça nous donne une longueur de résonance de 7,5 mètres. N égale 3 va nous donner 22,5 mètres. N égale 5 va nous donner 37,5 mètres. Et là, on pourrait continuer comme ça et trouver d'autres valeurs. Donc, allons vérifier au niveau expérimental qu'est-ce qui se produit. Alors, je génère le son dans mon système. Donc, on entend le son de 1140 Hz généré par le haut-parleur. Et là, voyons ce qui arrive si je change la longueur du tuyau. Donc, on constate qu'il y a des endroits où le son semble plus fort. Donc, on va pouvoir l'observer en mesurant le niveau sonore avec un sonomètre ici qui est branché à l'ordinateur. Donc, si vous regardez ici, j'ai une longueur de 0. J'augmente. Et là, voyez-vous, dans ce coin-ci, j'obtiens un maximum d'intensité. On a atteint une résonance du tuyau, à peu près 92 décibels, lorsque la longueur vaut 5 cm. Je continue, j'allonge. J'ai un autre maximum d'intensité ici, à peu près à 20 cm. Je poursuis l'allongement du tuyau. Et j'ai un autre maximum dans ce coin-ci à 35. Donc, on va essayer de comparer les valeurs obtenues par la théorie à celles que l'on a mesurées. En réalité, il y a une petite erreur dans mon système de mesure. La règle qui est incluse dans le cylindre en cuivre me permet de mesurer comme une longueur 0 lorsque je suis avec mon piston à l'extrémité ici. Mais on voit que pour se rendre au haut-parleur, on a rajouté un petit bout de tube de carton de 2,5 cm. Il faut donc additionner 2,5 à chacune des valeurs que nous avions déterminées tout à l'heure avec notre règle incorporée dans le système. Et on voit que ça fonctionne très bien. On a 7,5 cm, 22,5 cm et 37,5 cm
tel qu'attendu par la théorie, ce qui démontre que nous avons bel et bien un tuyau fermé et que celui-ci présente des résonances, des ondes stationnaires à des longueurs d'onde bien précises qui sont associées à des longueurs de tuyau dans ce cas-ci. Ce que nous venons de voir dans le cas du tuyau en résonance en cuivre, en fait, s'applique dans tous les instruments de musique avant. Donc, si on a un tuyau, le tuyau possède des modes, des fréquences de résonance qui sont données par NV sur 4L. Donc, par exemple, ici j'ai une flûte à coulisses que vous avez tous déjà vue dans votre enfance probablement. Donc, cette flûte à coulisses-là, je peux contrôler la note qu'elle émet en changeant la position de la coulisse, ce qui revient à dire en changeant la position du tuyau, la longueur du tuyau, je m'excuse, parce que c'est comme un piston qui circule à l'intérieur du tuyau. Donc, vous pourrez remarquer que lorsque la flûte est longue, la valeur de L est élevée, la fréquence est basse, donc ça fait un son grave. Si je diminue la longueur de la flûte, en diminuant L, je devrais augmenter la fréquence et le son deviendra plus aigu. Donc, c'est comme ça que les instruments avant fonctionnent. C'est toujours des tubes qui sont en résonance, qui vont émettre, entre autres, leur fréquence fondamentale, mais peut-être en même temps d'autres multiples de cette fréquence fondamentale-là qu'on appelle les harmoniques. Et quand on combine ces différentes fréquences-là, ça produit le timbre associé à un instrument. Donc, dans ce cas-ci, j'avais une petite flûte à coulisses. Vous pouvez imaginer que le fonctionnement d'un trombone est le même, puisqu'on a une coulisse dans un trombone également. Le fonctionnement d'une flûte à bec, on va, dans un certain sens, contrôler la longueur de la flûte en débouchant des trous de plus en plus près de l'embouchure. Et dans le cas d'une trompette, on modifie la longueur du tuyau en appuyant sur des pistons qui modifient le chemin qui est emprunté par l'air dans les tuyaux formant la trompette. Et on peut également aller exciter des harmoniques dans la trompette en modifiant la façon dont on souffle et en modifiant la tension dans nos lèvres. Et ça nous permet ça, de passer, par exemple, d'un octave plus bas à un octave plus élevé ou d'aller chercher des quintes ou des choses comme ça. Dans le cas, finalement, des saxophones, clarinettes, instruments de ce genre-là, c'est un peu comme la flûte à bec. On contrôle des clés que l'on bouche et que l'on débouche qui modifient, si on veut, la longueur effective du tuyau qui est le saxophone. Donc, ça fait le tour de pas mal tous les instruments avant.